bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur Média Business Télévision, sur ce plateau économique, l'émission Tableau économique qui a l'habitude maintenant de décrypter toute l'actualité économique en RDC et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant que plusieurs m'ont demandé en inbox et je pense que ça va encore nous apporter de mieux nous investir et de mieux nous épanouir au niveau de l'économie. Alors aujourd'hui, nous allons passer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler, discuter autour de ce thème. Comment obtenir un financement, comment rendre un projet bancable, parce que finalement c'est ce qui nous intéresse. Nous avons des projets, nous avons des idées, mais comment faire pour obtenir un crédit très facilement et avec un taux d'intérêt quand même assez efficace. Aujourd'hui, pour en parler, je vais recevoir Monsieur Christopher Mukoka. Il est un grand entrepreneur et je pense qu'il va se présenter tout seul tout à l'heure. Bonjour Madame Grasse, alors je m'appelle Christopher Mukoka effectivement, je suis le CEO de B2 Group. Nous sommes dans le conseil en investissement et en stratégie d'entreprise depuis plus de 5 ans aujourd'hui à Kinshasa et partout sur l'étendue de la République. Deuxième point, c'est que je suis CEO également de Coucou. Coucou qui est un restaurant qui est spécialisé dans la livraison de grillettes de poulet. Nous avons plus de 3000 clients aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 livraisons effectuées. Nous avons commencé depuis le 14 février 2019. Et puis je suis également vice-président de la Commission nationale jeunes entrepreneurs de la FEC en charge des investissements. Très bien, Monsieur Mukoka, vous allez nous expliquer d'emblée qu'est-ce que vous entendez par entrepreneur, puisque c'est le mot en vogue aujourd'hui et puisqu'on va parler de rendre un projet bancable, mais avant nous devons d'abord comprendre c'est qui ou c'est quoi un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un état. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une fonction, c'est un état. C'est l'état de celui qui entreprend. Alors, entrepreneur au finish, c'est quoi? C'est quelqu'un qui crée de la valeur, qui la matérialise dans un produit et qui ensuite la vend sur un marché. Et cette définition est belle parce que pour moi, elle a des implications. Lesquelles? La première, c'est que un porteur d'idées n'est pas un entrepreneur. Ce n'est pas parce que vous avez une belle idée que vous êtes entrepreneur. La deuxième, c'est qu'un porteur de projet écrit n'est pas un entrepreneur. La troisième, c'est que celui qui a un produit, qui a un service, n'est pas un entrepreneur. La quatrième, c'est que il faut exercer cette activité de manière régulière, il faut avoir un chiffre d'affaires, il faut vendre. Tout ça, moi, me permet de dire qu'un entrepreneur, c'est véritablement quelqu'un qui, de manière régulière, vend des produits sur un marché donné. Alors, puisque nous allons parler tout à l'heure de comment rendre un projet bancable, comment avoir du crédit, quels sont les critères selon vous pour qu'un projet soit recevable, si je peux dire, soit éligible à avoir un crédit? Alors, quand on parle de crédit, je sais que souvent on voit la banque, on voit peut-être les institutions de microfinance, peut-être les fonds d'investissement. Mais j'aimerais bien en profiter pour parler d'un point de vue un peu global de types de financements qui sont disponibles, qui sont possibles pour quelqu'un qui lance un business. Le premier financement, c'est l'épargne. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens créent des produits, des projets, ils écrivent et puis à la fin, ils vont frapper à des portes, mais sans se rendre compte que le premier investisseur d'un projet, c'est d'abord vous-même. Et cet investissement, vous le faites à partir de l'épargne que vous constituez. Ça peut être, cette épargne peut avoir pour origine un travail que vous avez eu, vous avez mis de côté. Ça peut être que, bon, voilà, vous avez de l'argent de poche, vous avez mis de côté, vous avez peut-être vendu quelque chose, vous avez mis de côté. Mais c'est d'abord ça la première source. Et n'importe quel investisseur crédible qui voit un projet commence par vous demander combien vous-même vous allez placer dedans. Deuxième catégorie de financement, c'est ce qu'on appelle la love money. Love money parce que il y a le mot love, c'est l'amour. Les gens qui investissent, dans le cas d'espèce, sont des gens qui investissent parce qu'ils vous considèrent vous. Ils n'investissent pas pour le projet, ils n'en ont rien à faire de la rentabilité. Et en général, il y a un sigle qu'on utilise, ça s'appelle les 3 F, Family, Friends and Fools. La famille, les amis et les gens trop stupides pour se faire une analyse correcte de votre projet. Okay. Ça, c'est la deuxième source. La troisième source, c'est l'investisseur institutionnel. Je dis investisseur institutionnel pour englober les banques, les institutions de microfinance et toute autre entreprise qui souhaite investir chez vous, parce que c'est quelque chose qui se fait. Même nous, en tant que B2 Group, nous investissons dans certaines PME, que ce soit sous forme de prêt, que ce soit sous forme d'entrée dans le capital. Alors, dans cette troisième catégorie, il faut bien comprendre que le plus important, c'est quel est le profil
du financeur. Parce qu'une banque a des exigences spécifiques, une microfinance a des exigences spécifiques, et puis vous avez, par exemple, nous, B2 Group aussi, nous avons des exigences spécifiques. Si on doit parler de la banque, je n'ai rien contre la banque, hein, mais si on doit parler de la banque, vous allez comprendre que la banque a ce qu'on appelle les 5 C. On va regarder le caractère, on va regarder les garanties que vous avez, on va regarder la caution, c'est ça la garantie, donc on va regarder votre capacité de remboursement, c'est ça qui est le plus important. Mais quand on parle de ça, il est important aussi de mentionner que la structure des banques, la structure des institutions de microfinance ne permet pas le financement des projets. Ça veut dire que vous êtes chez vous à la maison, vous travaillez sur un projet, vous l'avez sur papier, il est beau, il y a des prévisions, etc. Vous l'emmenez auprès d'une banque, on ne va pas vous financer. Parce que la banque ou la microfinance fait de l'intermédiation financière, elle fait du commerce de l'argent. Ça veut dire que d'un côté, elle prend l'argent des épargnants, c'est-à-dire des gens qui viennent déposer 100 $, 200 $ dans leur compte, et de l'autre côté, elle prend, avec cet argent, elle finance. Vous comprenez bien que si quelqu'un qui a déposé 200 $ aujourd'hui revient dans 3 jours pour récupérer et qu'on lui dit non, en fait, on avait prêté à tel qui n'a pas remboursé, ça peut poser un souci. Et lorsque vous regardez les statistiques de faillite des entreprises, vous vous rendez compte que les gens qui n'ont pas encore commencé, les entreprises par exemple qui se créeront aujourd'hui, c'est 1% de ces entreprises-là qui vont survivre sur 5 ans. Donc le risque est énorme. Et personne ne peut prendre un risque de perte de 99% de son argent. Donc ce n'est clairement pas le métier de la banque ni de la microfinance de financer des projets. Par contre, la banque, la microfinance, finance des activités déjà existantes. Ça veut dire que vous avez commencé, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des flux financiers qui peuvent être retracés. Alors sur base de ça, la banque vient pour vous dire, ok, on peut vous donner un crédit d'autant sur base de votre capacité de remboursement. Parce que même si vous déposez votre maison en garantie, ce n'est pas la garantie qui va rembourser. L'objectif, ce n'est pas de vendre la maison. La banque, ce n'est pas une entreprise immobilière. L'objectif, c'est que les flux de vos revenus que vous générez puissent permettre à ce que vous puissiez rembourser petit à petit. À entendre parler ce que vous dites, aujourd'hui, s'il y a un jeune monsieur, une jeune dame qui a une idée, qui a un projet, comment il fait? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Comment il fait pour se lancer s'il n'a pas d'argent? Vraiment, il veut se lancer, il ne part pas chez les banques. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Lorsque je donne des formations sur l'entrepreneuriat, sur comment lancer un business, la première chose que je dis aux personnes que je forme, c'est vous devez faire un diagnostic, une analyse de votre situation. C'est la première des choses. Et quand vous faites cette analyse, c'est quoi? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Et dans vos forces-là, il y a l'argent que vous avez, il y a aussi votre capacité à trouver des ressources auprès des membres de votre famille. Vous savez, si vous avez un oncle qui est riche et qui est capable de vous mettre 5 000 $, c'est différent de quelqu'un qui vit dans une famille qui est totalement pauvre, il n'a pas de ressources, etc. Si vous avez un travail, par exemple, et que vous avez déjà des revenus, c'est une situation différente de quelqu'un qui n'a pas de travail. Donc, la première des choses, c'est d'abord de faire ce diagnostic honnête et de dire, voilà, voici ma situation, voici ce que je peux faire. Ensuite, vous devez commencer par fixer les objectifs. Ça, c'est par rapport à vous-même déjà. Le business que je vais lancer doit me rapporter combien? Et moi, je dis souvent, il faut avoir un objectif avec plusieurs paliers. Parce qu'au finish, l'objectif aussi quand on est en train de lancer un business, c'est quand même d'être un minimum indépendant à un moment donné. Et cette indépendance peut être chiffrée. Vous pouvez chiffrer par exemple votre besoin en crédit, votre besoin en le loyer, votre besoin en communication, etc. Et dire par exemple, le business que je dois lancer doit me permettre de générer au moins 400 $, au moins 500 $, au moins 600. Et puis, bon, si je veux être vraiment à l'aise, il faut que je génère au moins 1000, au moins 2000. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, seulement ensuite, vous commencez à regarder quels sont les business, les opportunités possibles qui peuvent être en phase avec votre situation et avec un besoin que vous repérez sur le marché. Ça veut dire, je suis licencié, je viens de terminer mes études, j'ai eu des cours, je ne sais pas moi, d'élaboration de projet, j'ai eu des cours de marketing. Alors, je n'ai pas d'argent, je veux lancer un business. Ben, la première des choses, je peux dire, bon, comme j'ai des compétences en marketing, je peux commencer par être consultant. Alors, peut-être que comme je n'ai pas la possibilité de directement aller voir Vodacom, excusez-moi de le citer pour dire, ben voilà, je suis... Non, mais je peux voir la maman du coin qui a besoin aussi de communication, qui a besoin de marketing. Vous vous rendez compte que si cette maman me paye 10 $ le mois pour un conseil et que j'ai 100 mamans comme ça, c'est 1000 $. C'est pas très compliqué au finish. Donc, mais ça demande d'abord de faire ce diagnostic-là à la base. Parce que moi, je dis souvent, pour lancer un business, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de capital. Et le capital peut prendre plusieurs formes. C'est l'argent,
c'est un ordinateur, c'est des connaissances, c'est des compétences. C'est de ça qu'on a besoin, pas forcément d'argent. C'est ça le point de départ. Alors, Monsieur Mukoka, finalement, vous conseillez à tous ces jeunes aujourd'hui qui finissent les études de chercher de l'emploi ou de créer de l'emploi eux-mêmes? Très intéressante question parce que je pense que pas plus tard qu'avant-hier, je crois que j'ai publié quelque chose sur LinkedIn sur le sujet. Il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas une panacée au problème de chômage. C'est pas possible. Vous prenez une salle de 100 personnes, vous ne pouvez pas avoir 100 personnes qui deviennent entrepreneurs. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Et les risques que présente l'entrepreneuriat ne peuvent pas être supportés par tout le monde. Parce que c'est bien beau de dire, voilà, entrepreneur, entrepreneur, mais derrière, il y a des investisseurs que vous devez gérer, il y a des clients que vous devez gérer, des fournisseurs, des employés, il y a l'État que vous devez gérer. Il y a tellement beaucoup de choses sur lesquelles vous devez toucher que ça a un impact sur votre psychologie. Et sincèrement, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ça la réalité. Maintenant, vous êtes étudiant. Vous avez fini, vous êtes licencié, vous avez votre bac plus 5 ou bac plus 3 et vous vous positionnez sur le monde de l'emploi. Si réellement vous avez bien étudié, je tiens à vous dire qu'il y a un poste pour vous. Aujourd'hui, moi je ne connais pas, je conseille des chefs de PME et je n'en connais pas un qui n'est pas en train de chercher à embaucher. Il y a de l'argent, enfin il y a de l'emploi on va dire, seulement il y a ce qu'on appelle une inadéquation entre ce que vous avez étudié à l'université et les besoins que nous avons ici. Par exemple, je peux vous donner un exemple très concret. Moi j'ai besoin d'un community manager. Okay. Combien de personnes ont étudié le community management à l'université? Non, vous étudiez en marketing les 8P, les 18P ou les 14P qu'on n'utilise plus maintenant lorsqu'on parle de marketing digital. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Un bon community manager, il est très performant. Je n'ai pas besoin de le former, surtout auprès des PME. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, quand on vous donne l'opportunité de faire un stage ou quand on vous donne l'opportunité d'apprendre sur le monde de l'emploi, il faut y aller, il faut s'informer, comprendre les besoins et orienter la manière dont vous étudiez par rapport à ça. J'ai un neveu qui va bientôt entrer à l'université, à qui je dis souvent ceci. Avant de choisir une filière, pose-toi la question du besoin sur le marché. Il ne faut pas aller faire médecine si les médecins ont un souci. Il ne faut pas aller faire économie si on n'embauche pas les économistes. Il faut se poser les véritables questions. Et aujourd'hui, on cherche des marketeurs, on cherche des gens qui s'y connaissent en logistique, on cherche des gens qui savent vendre. Et ça, ce sont des compétences, si vous les maîtrisez, ben, vous pouvez avoir de l'emploi sans beaucoup de difficultés. Nous allons reparler encore du financement. Alors, il y a une tendance qui pense que justement, aller avoir du crédit pour ses affaires, c'est un piège. Déjà, il faudrait qu'on se le dise aujourd'hui, les banques ou les microfinances, ils accordent du crédit à combien? Parlons de dollars, chiffrons les choses concrètement. Mais est-ce que c'est un piège? Parce que finalement, on a l'impression que si on prend le crédit pour son affaire, on est contraint de rembourser, qu'on n'est plus fixé sur ses objectifs et on ne fait plus ce qu'il fallait faire. Le crédit n'est pas un piège. Le crédit est un outil comme un autre. C'est comme un couteau. Si vous l'avez en cuisine, l'utilisez différemment. Si vous l'avez dans une scène de crime, c'est autre chose. C'est-à-dire que il y a un bon crédit et un mauvais crédit. Si vous prenez un crédit et que vous le détournez, par exemple, vous demandez un crédit pour prendre, je ne sais pas, pour acheter un véhicule qui va vous permettre d'augmenter votre capacité logistique au niveau du travail, mais quand vous prenez le crédit, vous vous mariez avec, c'est clair que vous aurez des problèmes. Et lorsque vous essayez d'enquêter, vous allez vous rendre compte que beaucoup de crédits sont des mauvais crédits parce que les gens ne font pas ce pourquoi ils ont demandé le crédit. Les gens sont coincés. Ensuite, voilà, ils prennent le crédit et puis ils ne s'en sortent plus. Maintenant, il faut aussi dire, il faut être tout à fait honnête, que les taux qui sont appliqués ici ne sont pas de nature à favoriser l'émergence vraiment d'entreprises prospères, etc. Parce qu'aujourd'hui, un chef de PME qui fait, je ne sais pas, 100 000 $, bon là on parle des jeunes, bon, disons, un jeune qui commence à faire 50 000 $ par an de chiffre d'affaires, il a quel choix quand il veut se financer? Le premier choix, c'est d'aller voir une banque. Quand il voit la banque lui dit votre dossier il est bon, mais vous devez avoir les états financiers, vous devez avoir des comptes certifiés, tous ces tralala. En général, les jeunes entrepreneurs n'ont pas tout ça. Voilà. Et si vous avez ça, on va vous dire, si vous dépassez 10 000 $, il faut mettre un certificat d'enregistrement, donc une parcelle en gage, sinon on ne peut pas vous donner du crédit. Ce qui n'est pas évident, ce n'est pas tout le monde qui a une parcelle à mettre en gage ou quelqu'un qui peut lui donner une parcelle. Ça, c'est le premier élément. Mais les banques ont le meilleur taux. Ça, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte. 12%, 15%, c'est déjà bon. L'autre alternative, c'est quoi? C'est les microfinances.
Moi, j'ai une formation justement en master en microfinance et je peux vous dire que les taux sont faramineux. Par exemple, pour 8 000 $ que vous pouvez prendre en tant que crédit sur 10 mois, vous allez rembourser avec un coût global du crédit qui est de 80%. Vous voyez un peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est quelque chose qui peut être étouffant, qui ne peut pas vous permettre de vous développer. C'est peut-être bien pour les micro, mais pour les PME, ça ne passe pas. Et la dernière alternative que vous avez en tant que chef de PME, c'est les banques Lambert. C'est le monsieur du coin qui vous prête à 50% par mois, si vous avez de la chance. Parfois, c'est 50% pour 2 semaines. Vous savez, quand vous prenez 50% par mois et que vous l'annualisez, c'est 600% par an. La banque vous donne à 12%, 15% quand elle vous donne. Et là, vous avez 600%. Et c'est ça, malheureusement, l'environnement dans lequel on est et qui ne favorise pas à ce que les PME, surtout les PME locales, puissent évoluer correctement. Puisque nous parlons des PME, d'entrepreneuriat, comment vous trouvez la politique de notre pays en fait, il faudrait qu'on en parle. Hein. Est-ce que l'État congolais s'investit davantage à soutenir les entrepreneurs, les PME? Quelle est sa politique autour de cet aspect des choses? Je pense sincèrement qu'il faut reconnaître qu'il y a des avancées, qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a un plan pour le numérique, aujourd'hui on peut formaliser son entreprise un peu plus rapidement. Mais en même temps, je pense que beaucoup reste à faire. Par exemple, prenons le cas de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est un marché commun, on va ouvrir les frontières. Les entrepreneurs d'ici vont compétir avec les entrepreneurs d'ailleurs. Mais regardez le tissu économique de la RDC actuellement. 80% des entreprises, c'est des étrangers. Ce n'est pas moi qui le dis, le président a dit lors d'un forum du Makutano que 80% de l'économie formelle était détenue par 26 600 expatriés. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on donne du crédit, parce qu'une banque ne donne du crédit qu'à qui? À des entreprises qui sont formalisées. On donne la majorité à qui? À des étrangers. Lorsque les gens se font la guerre ici, lorsque les gens ont des marchés, etc., la plupart du temps, c'est des étrangers. Où sont les PME là-dedans? On n'a pas beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, on va ouvrir les frontières. Moi, c'est quelque chose personnellement qui me fait peur. Parce que déjà que notre environnement ici n'est pas très compétitif, dès qu'il y a des produits, vous avez entendu parler des produits de Loufou qui venaient ici concurrencer les produits de la Marsafco et autres, déjà ça ne va pas. Et maintenant imaginez, on va concurrencer avec des gens qui ont des subventions d'État, qui ont des meilleures structures économiques et on va se battre. Je crois qu'il y a une préparation qui aurait peut-être dû se faire un peu en amont et je crois qu'aujourd'hui nous n'avons pas, nous en tant que PME, les armes pour nous battre à la loyale avec les grosses entreprises de la place ou avec les concurrents des autres espaces économiques, comme la ZLECAf par exemple. Alors, on va aussi parler d'entreprendre en groupe. Je pense que c'est quelque chose qui existe déjà. Quels sont les avantages d'entreprendre en groupe? Parce que finalement, on peut avoir un projet, mais on se dit que c'est préférable d'entreprendre en groupe. Quels sont les avantages de ce système? Il y a plusieurs avantages et c'est une très bonne question parce que nous sommes dans un environnement où chacun veut réussir lui-même, comme on dit. Alors que toutes les autres communautés qui même exercent ici fonctionnent en groupe. Alors le premier avantage, à mon avis, c'est la mutualisation des efforts. Au tout début, j'ai dit que lorsqu'on veut entreprendre, on fait d'abord un diagnostic de ses forces et de ses faiblesses. Ça veut dire que lorsque vous êtes à plusieurs, vous avez plusieurs forces que vous pouvez mettre ensemble. Si l'un avait 100 $, mais vous êtes à 3, chacun a 5 000, etc. Ou même si, au-delà de l'aspect argent, mais il y a aussi l'aspect capacité d'emprunt. Vous pouvez vous associer avec quelqu'un qui, lui, peut emprunter plus que vous parce que X, Y, Z. Vous êtes quelqu'un qui, lui, est fort en marketing, fort en vente, pendant que vous êtes fort en technique, etc. Donc, c'est d'abord le premier point, c'est le côté mutualisation des efforts pour aller de l'avant. Le deuxième point, c'est lié au stress. Il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est une guerre. Vous avez des moments où vous avez envie de pleurer parce que voilà, vous avez des employés que vous devez payer à la fin du mois, vous n'avez pas l'argent, personne ne vous comprend. Donc c'est quelque chose de compliqué. Et sincèrement, ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter avec papa, maman ou avec un ami. Celui qui va te comprendre est un entrepreneur qui est soit passé par là ou soit est en train de vivre la même chose que toi. Et avoir par exemple 2 ou 3 associés, ça veut dire que le moment où vous, psychologiquement, ça ne va pas ou ça peut être faible, vous avez des chances que l'autre soit bon pour vous relever et que vous puissiez continuer à aller de l'avant. C'est extrêmement important. Lorsque vous êtes seul, c'est plus facile d'abandonner. Et troisième raison que je peux donner, c'est une raison statistique simplement. Essayez de regarder les 1000 plus grosses entreprises dans le monde. Aucune d'entre elles n'est dirigée par un seul individu. Il y a plusieurs associés, plusieurs investisseurs.
Donc ça veut dire que le modèle par excellence, c'est un modèle où on investit, où on entreprend en groupe. Nous allons maintenant parler de B2 Group, qui est dans un conseil d'investissement, c'est ça? Ouais. Alors, vous allez nous expliquer en long et en large exactement ce que vous faites. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui suit ici et qui veut avoir des conseils, comment investir. Alors sur le volet conseil en investissement, il y a deux sous-points. Le premier point, c'est que nous aidons des gens qui ont des idées, qui veulent investir en RDC, qui peuvent être de la diaspora ou pas, à monter des projets de A à Z. Ça veut dire de l'idée jusqu'à la matérialisation de cette idée. Par exemple, dernièrement, nous avons un client qui est de la diaspora, qui s'est associé avec deux de ses amis et qui veulent monter une boulangerie ici. Nous les avons accompagnés dans les études de marché, nous avons accompagnés dans l'élaboration du business plan et nous sommes en train de les accompagner dans la matérialisation de cette idée. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément de la partie investissement, c'est que il y a des PME qui recherchent des investisseurs. Donc, vous avez une activité, elle tourne déjà, mais vous avez besoin de booster votre activité avec un financement, mais vous ne voulez pas que ce soit une banque, peut-être parce que bon, les conditions ne vous plaisent pas, etc. B2 Group peut trouver des associés, des investisseurs qui sont prêts à venir investir chez vous, moyennant différentes conditions. Ça peut être sous forme de prêt, ça peut être sous forme d'entrée dans le capital. Ça, c'est pour la partie investissement. Et pour la partie stratégie, de manière générale, c'est que nous élaborons pour nos clients qui sont déjà existants des stratégies pour les aider à booster soit leur chiffre d'affaires, soit réduire leurs coûts, soit trouver aussi du financement. Et peut-être le troisième élément que nous faisons depuis un moment, c'est le business développement. Ça veut dire qu'au lieu de se contenter de l'aspect conseil, nous nous sommes mis à investir dans des entreprises nous-mêmes, créer aussi des entreprises. Et c'est le cas justement de Coucou, qui est en réalité un regroupement de 40 associés qui sont mis ensemble pour créer cette entreprise. C'est le cas de Black & Yellow, qui est notre entreprise agricole, qui est aussi un regroupement d'une 60aine d'associés. Nous espérons d'ici à la fin du mois de septembre atteindre les 100 associés pour aller ensemble dans ce marché de la production de tomates. Alors, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin, mais avant de nous séparer, j'aimerais quand même poser une toute dernière question. Quel serait aujourd'hui votre message à tous ces jeunes Congolais qui veulent entreprendre, mais pas seulement des jeunes, parce qu'il y a des Congolais aussi, il a travaillé après 10 ans, il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel serait votre premier conseil et quelles seraient vos stratégies que vous leur donnerez, puisqu'on est en train de parler de rendre un projet bancable? Tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Si je devais retenir quelques éléments, je dirais, la première des choses, je crois que c'est, il faut comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas la seule voie vers la richesse. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens puissent intégrer. D'ailleurs, les entrepreneurs riches sont rares. Ils sont une exception parmi les exceptions. Lorsque vous regardez le tissu économique de n'importe quel pays, vous vous rendrez compte que plus de 95% des entreprises sont des petites, des micro, petites et moyennes entreprises. Regardez en France, 95% des entreprises sont de ce type-là et ne réalisent même pas 200 000 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'avant de devenir millionnaire, il faut que votre entreprise fasse au moins 1 million de chiffre d'affaires. Mais vous vous rendez compte que la plupart des entreprises ne font jamais ça. Elles restent petites. Ça reste une petite boutique, ça n'évoluera pas. C'est ça la majorité des entrepreneurs. C'est-à-dire que ce n'est pas la voie royale vers la richesse. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le salariat, ce n'est pas l'esclavage. Il y a des gens qui sont salariés, qui gagnent bien leur vie et qui s'en sortent aussi très bien. Mais à vous de comprendre, parce qu'au finish, un salarié, c'est qui? Un salarié, c'est un entrepreneur qui n'a qu'un seul client. Ce n'est pas de l'esclavage. Vous vendez votre temps à un seul client. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a des moyens de satisfaire ce client. Il y a des moyens pour faire augmenter votre valeur vis-à-vis de ce client. Moi, je dis souvent à mes cadres, à mes collaborateurs, moi, je n'ai aucun problème avec le fait de vous payer 10 000 $ si vous m'en rapportez 100 000. Et je pense que n'importe quel entrepreneur, chef d'entreprise, dont la tête fonctionne bien, il a le même réflexe. Mais la question à vous poser, c'est combien vous pouvez apporter à l'entreprise de laquelle vous postulez. Nous recevons beaucoup de demandes d'emploi. Tous les 2 jours, nous recevons 2 à 3, 4 demandes d'emploi par nos différents canaux. Mais vous avez des gens qui vous envoient une demande d'emploi sans même lire quelque chose sur votre entreprise, qui vous écrivent « je cherche du boulot ». Est-ce que c'est sérieux ça? Non. Vous avez des gens qui, lorsque vous les appelez finalement en interview, qui se pointent en retard
Est-ce que c'est sérieux? Non. Vous avez des gens, une fois que vous leur donnez le boulot, soit ils font preuve pas de professionnalisme, ils vont vous dire, ben voilà, j'étais à l'église, c'est ça, la veille de l'église ne m'a pas permis d'arriver à temps. C'est des cas qui sont concrets et qui découragent les entreprises à embaucher. Donc soyez professionnels, vous aurez de l'emploi. Peut-être dernier élément, c'est que si vous voulez être riche, la richesse, à mon avis, est reliée à l'investissement. Et l'investissement est à la portée de tout le monde. Les entrepreneurs peuvent investir, les salariés peuvent investir. À partir du moment où vous avez un minimum de revenus, où vous avez quelqu'un qui peut même vous donner 50 $, 100 $, 200 $, vous pouvez investir. Et investir, ça veut dire, vous pouvez trouver un entrepreneur qui fonctionne déjà, qui fait des choses, et vous arrivez, vous dites, écoutez, tu as besoin de combien? Ok, moi je te donne les 500, donne-moi 5% de ton entreprise. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de monde pense que l'entrepreneuriat, c'est être son propre patron. Je vous assure que l'entrepreneur, c'est le plus grand serviteur qui est parce qu'il a à peu près 6 catégories de patrons différents. Les investisseurs, ses collaborateurs, l'État. Et avant de gagner quoi que ce soit, il doit d'abord satisfaire toutes ces personnes. Ce n'est pas évident, mais si vous êtes décidé à le faire, formez-vous d'abord. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Christopher Mukoka, de nous avoir reçus dans cette grande, comment je peux dire, parcelle de B2 Group. Vous avez compris ce que B2 Group fait. Alors, si vous avez besoin de conseils en investissement, c'est ça. Vous allez venir, vous allez trouver, vous nous écrivez avec le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous nous écrivez sur WhatsApp. Vous allez le contacter très, très facilement. Aujourd'hui, nous parlions de comment avoir un financement et vous avez compris toutes les étapes qui ont été données ici. Mais nous continuons d'encourager ceux qui peuvent entreprendre et ceux qui peuvent être salariés dans notre belle République. Alors, à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, nous vous disons merci. Merci d'avoir suivi Média Business Télévision. Nous nous retrouvons prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Cracky. Cracky. Cracky.